Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on prend un nouvel item, l'item 209 sur la BPCO, collège de pneumologie. En ce moment, voilà, on part sur des nouveaux collèges, j'ai envie de diversité. Donc, je change un peu des trucs un peu plus classiques qui suivent aussi, moi, mon cursus, les cours que je dois suivre. Mais bon, ça me fait plaisir de changer un peu, de voir un peu d'autres collèges, d'autres items. C'est toujours sympa. Donc là, aujourd'hui, on va traiter de la BPCO, qui est quand même une grosse maladie de pneumologie. On va reprendre l'histoire. Vous allez voir, pour le coup, cette histoire, il y a quand même beaucoup d'informations à ressortir. Donc, essayez de voir si déjà, dès la première écoute, vous arrivez à comprendre et retenir, visualiser certaines choses pour vous permettre de continuer en les retenant. Et moi, je reprends l'histoire. Pour rappel, on s'était arrêté la dernière fois avec une secousse qui avait lieu au niveau de l'auberge. Cette secousse qui venait de se déclencher ne pouvait pas être une nouvelle vidange du lac. Le signal de Pavlov se serait activé. Pourtant, la petite dame de l'auberge restait toujours aussi calme, elle ne semblait pas inquiète. Milo, ayant bien écouté le récit qu'elle venait de raconter sur la vidange cyclique de ce lac, fut surpris et lui demanda pourquoi le signal ne s'était pas activé. Elle répondit en gardant toute la sérénité qu'elle dégageait depuis le début de la soirée. Effectivement, on est sur une secousse différente des vidanges. Seulement, nous ne savons pas d'où elles proviennent. Elles se déclenchent régulièrement, plusieurs fois par jour, sans signal de Pavlov au préalable, et elles émanent un nuage de fumée dans 80% des cas. Ça fait plusieurs années que ces secousses-là sont apparues, et 1 à 2 fois par an, la secousse est si forte qu'elle cause d'importants dégâts dans toute la ville. C'est un réel problème que nous cherchons à résoudre au plus vite. Malheureusement, nous n'avons pas de piste viable pour le moment. Médicis, sans rien dire, sortit de l'auberge. La dame s'inquiéta et mit en garde ses compagnons de ne pas le laisser se balader ce soir-là, en particulier à cause des potentielles nouvelles vidanges qui peuvent survenir. Maîtrisy la rassura en lui expliquant qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il avait beaucoup de connaissances sur les phénomènes naturels du pays. Alors la propriétaire de l'auberge conclut son histoire. Aujourd'hui, tout ce que nous savons sur ces secousses, c'est qu'elles ont lieu tous les jours, au moins 3 mois par an, depuis 2 ans. Et depuis leur apparition, la roche qui compose le sol de Ratusian est devenue beaucoup plus poreuse, et a déjà mené à des effondrements des maisons dans les hauteurs de la ville. Une nouvelle secousse, légère, se fit sentir. Tout le groupe avait écouté attentivement l'histoire mais ne savait pas quoi en faire. Il ne pouvait absolument rien faire pour améliorer la situation. Après un léger flottement de silence, la dame proposa de remplir les verres de ses convives. C'est à ce moment que la porte de l'auberge s'ouvrit à nouveau et Médicis entra. Il tenait son carnet de notes dans la main. Il expliqua. Je me suis rendu au bord du lac, il est bien vide. J'ai attendu qu'une nouvelle secousse arrive et j'ai pris 2 mesures. La première étant la puissance de la secousse à la première seconde, le VEMS, et la seconde étant la quantité d'air sortant d'une porosité du sol après l'avoir bouché pendant plusieurs secondes, le CVF. Trézy, agacé, le coupa. Tu peux nous dire où tu veux en venir? Médicis lui sourit. J'y viens, du calme. Si je fais le rapport des deux, j'obtiens une valeur inférieure à 0,7. Et même après avoir essayé de dilater l'air dans le trou du sol et en refaisant la mesure, je suis toujours à moins de 0,7. En gros, si je résume, il y a quelque chose qui bloque la sortie de l'air dans le sol, ce qui cause les secousses et la porosité du sol. Et ce phénomène n'est pas réversible. La dame derrière son comptoir, avec les yeux grands ouverts, lui dit « Vous avez trouvé tout ça en quelques minutes ?» Les autres membres du groupe la regardèrent et lui firent un hochement de tête approbateur avec un air blasé. Alors elle continua. Et vous savez comment arrêter ça? Médicis reprit. Je ne peux pas arrêter ça, le phénomène est irréversible, mais je peux calmer les secousses et réduire les impacts qu'elles entraînent. Mais pour ça, il faut que je fasse des mesures plus poussées sur ce rapport VEMS sur CVF, après avoir dilaté le sol pour pouvoir étudier la sévérité de la situation et pouvoir vous indiquer les bons moyens de dilater le sol et réduire ses effets. Il faut que je calcule un indice qui s'appelle l'indice Gold. La dame esquissa un sourire et murmura Gold. Elle continua. Quelle coïncidence. Je pense que vous allez pouvoir expliquer tout ça au maire de Ratusian, à monsieur Gold. Je vais d'ailleurs vous y emmener de suite. Suivez-moi. Je vous emmène voir mon mari. C'est la fin de l'histoire. On passe à la traduction médicale et comme je vous avais dit au départ, c'est un épisode avec beaucoup d'infos médicales à comprendre. Et là, on va déblayer un peu tout ça pour que vous essayiez de capter chaque détail. On va commencer par un poil d'épidémiologie.
Le tabac, c'est le principal facteur de risque de la BPCO, ça je pense que vous le savez, mais le chiffre à retenir, c'est plus de 80% des patients BPCO en France sont fumeurs. C'est imagé par le fait que 80% des secousses émanent un nuage de fumée. Ça permet de visualiser un peu. Il existe aussi des facteurs génétiques, des événements de début de vie et des infections qui peuvent donner suite à une BPCO. Le tabac, c'est pas un facteur de risque exclusif, bien que ce soit le principal. Ensuite, en termes de définition pure, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une maladie respiratoire qui est définie par des symptômes respiratoires chroniques et une obstruction permanente des voies aériennes, donc un trouble ventilatoire obstructif, qui n'est pas complètement réversible par des bronchodilatateurs. On va revenir sur ces détails ensuite, vous inquiétez pas. Parmi les symptômes de la BPCO, on retrouve une toux, des expectorations, une dyspnée d'effort et des infections très respiratoires basses ou traînantes. Et si vous voulez, vous pouvez traduire les secousses, les différentes secousses de l'épisode par la toux. Pour mettre en évidence le trouble ventilatoire obstructif non réversible, il va falloir faire une spirométrie à l'état stable, ce qui permet d'obtenir le VEMS, le volume expiratoire maximal à la première seconde, et la CVF, la capacité vitale forcée. Et cette spirométrie doit être réalisée avant et après la prise de bronchodilatateur. C'est ce que Mehdi ici va faire lorsqu'il quitte l'auberge. Les données qu'après lui va donner, c'est pas exactement la réalité, mais ça permet quand même de faire un lien et d'avoir un moyen un peu plus visuel de retenir le VUMS et la CVF. Et donc pour avoir un trouble ventilatoire obstructif, il faut avoir un rapport VUMS sur CVF inférieur à 0,7. Et pour la BPCO, on reste inférieur à 0,7 même après la prise de bronchodilatateur. Et ça, ce sont les valeurs que Medici donne pour le coup. Si après les bronchodilatateurs, on repasse au-dessus de 0,7, c'est qu'on a une réversibilité complète. Et là, on va plutôt penser à un asthme. Même si c'est possible que ce soit une BPCO, mais on va penser à un asthme. C'est ce qu'il faut retenir. Et pour avoir une réversibilité significative, il y a quand même des valeurs. Notamment si après la prise de bronchodilatateur, le VEMS augmente de 200 ml et qu'il augmente de plus de 12% par rapport à la valeur initiale. Ça, c'est les petites valeurs, je les ai pas indiquées dans l'épisode, mais voilà, c'est le genre de petits détails en plus que vous pouvez essayer de retenir. Il existe aussi des exacerbations aiguës de PPCO qui correspondent à une aggravation de la dyspnée ou de la toux et des expectorations sur moins de 14 jours. Mais ça, je vais les traiter dans un réel spécifique sur Instagram. Ces exacerbations, en fait, ce sont les secousses qui sont beaucoup plus violentes et qui causent des dégâts. Elles ont lieu dans ce cas 1 à 2 fois par an et vont nous permettre d'initier le traitement le plus adapté, un traitement qu'on verra plus tard. Maintenant, on revient à la BPCO en elle-même. Elle est liée à 2 autres pathologies si elles sont associées à un trouble ventilatoire obstructif. Ce sont la bronchite chronique et l'emphysème. Donc, imaginez un triangle, la BPCO est liée à la bronchite chronique et à l'emphysème. Pour faire simple, la bronchite chronique, c'est une toux productive quotidienne pendant au moins 3 mois par an, pendant 2 ans. C'est ce que la dame nous explique avec les secousses quotidiennes, au moins 3 mois par an depuis 2 ans. Et l'emphysème, ça c'est un élargissement des espaces aériens distaux avec une destruction des parois alvéolaires. Et ça, on va pouvoir le prouver sur un scanner thoracique, parce que sur le scanner, on verra une hypodensité du parenchyme pulmonaire. Et ça, je l'ai imagé par la porosité du sol de Ratusian. On passe au diagnostic différentiel. Parmi ces diagnostics différentiels, on va retrouver notamment l'asthme et la dilatation des bronches. L'asthme, il peut être associé à une BPCO et peut aussi avoir un trouble ventilatoire obstructif qui est très souvent réversible. C'est ça la plus grosse différence en général entre asthme et BPCO, c'est que l'asthme, il est réversible après la prise de bronchodilatateur dans la majorité des cas. Donc le contexte clinique, il est essentiel. Et donc ce qu'on retient, c'est qu'il faut évoquer l'asthme en cas de réversibilité du trouble ventilatoire obstructif. Maintenant, si on veut étudier la sévérité fonctionnelle de la PPCO, on va utiliser la classification GOLD. Vous avez compris, le nom du maire de la ville. Cette classification, elle va de 1 à 4 et elle est basée sur le VEMS de la valeur prédite post-bronchodilatateur. J'explique.
En gros, c'est le rapport entre le VEMS réel de la personne et le VEMS qu'une personne saine devrait avoir. Et tout ça après la prise de bronchodilatateur. Par exemple, le patient est Gold 1 s'il souffle 80% ou plus de ce qu'il devrait souffler après les bronchodilatateurs. Puis les Gold 2 si il souffle entre 50 et 79% de ce qu'il devrait. Gold 3 si c'est entre 30 et 49%. Et Gold 4 s'il souffle moins de 30% de ce qu'il devrait. Et Gold 4 c'est très sévère. Et à côté, là c'est pour étudier la sévérité fonctionnelle, à côté on peut étudier la sévérité clinique de la BPCO, et pour ça on peut utiliser l'échelle MMRC de la dyspnée, mais on peut aussi utiliser la classification Gold ABE. Quand c'est en A, Gold A, c'est qu'il y a peu de symptômes et qu'il y a peu de risque d'exacerbation avec 0 ou 1 exacerbation par an, mais sans hospitalisation, et un MMRC inférieur à 2. Si on est classé en B, là cette fois-ci on a des symptômes significatifs, mais il y a toujours peu de risque d'exacerbation avec toujours 0 ou 1 exacerbation par an sans hospitalisation, et donc on aura un MMRC supérieur ou égal à 2, car il y a plus de symptômes. Et enfin, si on est classé Gold E, là c'est qu'il y a un risque d'exacerbation avec une exacerbation voire plus par an, avec une hospitalisation, peu importe le MRC. Dans notre histoire, on a 1 ou 2 secousses plus virulentes par an, qui sont donc des exacerbations qui causent des dégâts. On peut imaginer qu'il y a hospitalisation, donc on serait sur un score clinique Gold E. Si on parle rapidement diagnostic, le diagnostic de la BPCO, il est d'abord évoqué par la clinique, puis il est affirmé par la spirométrie avec le test de réversibilité. Voilà, on résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Et ensuite, du coup, on peut étudier la sévérité et le pronostic de la BPCO par le score Gold, par les EFR, par les symptômes cliniques ou les comorbidités. Au niveau des symptômes purement fonctionnels, on a là tous les expectorations et la dyspnée d'effort. Et au niveau physique, souvent ça va rester invisible pendant plusieurs années, puis on peut avoir une distension, une dysfonction diaphragmatique avec ce qu'on appelle une silhouette en tonneau. Et à l'auscultation, on peut retrouver une diminution du murmure vésiculaire, des ronchis, des sibilants. Bon, c'est pas très spécifique, mais ça existe. Le scanner, lui, il n'est pas systématique, mais il peut permettre de chercher d'autres signes associés, comme l'emphysème, dont on parlait tout à l'heure, des bronchectasies, ou même un cancer bronchopulmonaire. Et il est aussi important de faire une évaluation cardiaque, parce que les comorbidités cardiovasculaires, elles sont quand même fréquentes. Et autre petit truc en plus, c'est qu'on peut aussi faire un dosage d'alpha-1 antitrypsine, et ça peut montrer une cause génétique de la BPCO. Je vais parler rapidement des traitements maintenant. Le principe du traitement de la BPCO, c'est pas de guérir, mais c'est de soulager le patient en réduisant ses symptômes et en améliorant sa qualité de vie en général. Ça, c'est ce que Medici explique bien à son interlocutrice, c'est qu'il peut pas guérir le problème, mais il peut réduire les symptômes. Et ça permet aussi de réduire les exacerbations futures, le risque de mortalité ou même le déclin de la fonction respiratoire. Pour faire très schématique, le traitement il commence par un bronchodilatateur de courte durée d'action, puis s'intensifie selon la réaction du patient avec potentiellement un bronchodilatateur de longue durée d'action. Puis si on continue, ça peut passer à soit 2 bronchodilatateurs de longue durée d'action, soit un bronchodilatateur de longue durée d'action avec un corticostéroïde inhalé. Puis, si on intensifie encore, on peut passer à une trithérapie avec un corticostéroïde inhalé et 2 bronchodilatateurs de longue durée d'action. En fait, globalement, vous avez compris, on intensifie le traitement selon la sévérité de la BPCO, ce qui est plutôt logique. Ça, c'est le schéma vraiment très global que vous avez dans le collège comme ça. Après, il faut regarder la sévérité initiale de la BPCO pour choisir le traitement initial. On commence pas toujours par un bronchodilatateur de courte durée d'action. Des fois, on va commencer par un traitement d'emblée plus puissant que ça. Mais là, on va pas détailler chaque spécificité, ça n'a pas d'intérêt. Et évidemment, bien que le traitement puisse améliorer la qualité de vie du patient, le meilleur moyen d'arrêter la progression de la BPCO, c'est d'arrêter de fumer. Là, c'est vraiment le traitement médicamenteux de base. Je vais pas parler des traitements les plus poussés. Et je vais arrêter l'épisode là parce que mine de rien, il est déjà assez long. Il y a eu énormément d'infos quand même. Vous avez vu, il y a eu pas mal de liens avec l'histoire.
Donc j'espère que vous en retiendrez un maximum et je vous souhaite de bonnes révisions.